Le deuxième texte dont je vais me faire l'écho a pour titre Clin d'œil à une merveilleuse île. Et il est écrit par Annette Massé. Toi, Haïti, tu ouvres ta beauté au sourire de la mer. Tu offres tes trésors malgré les combats qui te déchirent et restes disponible par ta volonté à un renouveau éternel. Je me retourne et je me souviens. Décembre 1979. Je partais en Haïti pour la première fois avec mon amie Maggie pour faire connaissance de nos deux belles familles respectives. Sorel et Majos ne pouvaient nous accompagner pour diverses raisons. En particulier, le régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier sévissait dans le pays. Il n'était pas envisageable d'y retourner durant cette période. C'était donc résigné qu'il nous regardait nous éloigner ce matin d'hiver. Je garde le souvenir de deux hommes blottis l'un contre l'autre, les traits tirés, dans cet aéroport du Luxembourg. Était-ce le froid, la crainte de ce qui nous attendait là-bas, ou ce DC-10 ? Pour anecdote, quelques mois auparavant, un DC-10 s'était crashé à Chicago. Nous arrivâmes à l'aéroport François Duvalier, dénommé maintenant Aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince, après plus de 12 heures de vol et une escale aux Bahamas. Devant les grilles, il y avait beaucoup de monde. Plusieurs hommes se précipitèrent pour saisir les valises et les mettre dans un véhicule, histoire de se faire un peu d'argent. Il m'était impossible de repérer dans cette cohue qui étaient les employés de l'aéroport. En sus de la chaleur, une certaine oppression m'envahissait. Heureusement, nos deux jeunes gardes du corps, deux neveux respectifs, Hansi et Justin, étaient déjà là pour nous accueillir et nous guider dans cette foule. Ils nous accompagnèrent jusqu'à l'hôtel. Nous y restâmes quelques jours, le temps d'apprécier un petit repos avant la grande aventure. Pendant ce temps, nous visitions Port-au-Prince. La chaleur moite, la foule oppressante, les gens vociférant, les camions crachant leur fumée noire, les montagnes de détritus et finalement les moustiques. Tout cela contribuait à intensifier notre malaise. Encore aujourd'hui, je déteste la capitale pour ces raisons. À cette époque, je remarquai que les garçons entre eux et les filles entre elles se baladaient main dans la main, bras dessus, bras dessous. C'était habituel. Par contre, le simple fait de déambuler seul à côté d'un garçon déclenchait chez certains individus un comportement irritant. À maintes reprises, Hansi et Justin se faisaient interpeller par des automobilistes. Dominicaines ? En effet, les dominicaines n'avaient pas une très bonne réputation à l'époque, car certaines d'entre elles exerçaient la prostitution. Effectivement, ces agissements finirent par m'agacer sérieusement, et je protestai vivement en affirmant « Non, française !» J'étais très impressionné par le nombre important de militaires dans le pays. Il y en avait partout, dans chaque rue. En particulier ces fameux tontons macoutes, armés jusqu'aux dents. Ils avaient la mauvaise habitude de porter des lunettes de soleil très sombres, reflétant votre image et ne laissant rien discerner de leur regard. À chaque entrée de ville, des barrages de policiers contrôlaient vos papiers d'identité et demandaient la raison de votre séjour. Dans les zones rurales, les chefs de section menaient une surveillance étroite. Le contrôle était omniprésent. Je rêvais d'Haïti et de ses plages de sable blond. Ça ira,
une plage de sable brun fut la première que je découvris durant mon séjour à Port-au-Prince. Elle se situait près de Léogâne, en descendant vers le sud. Pour y parvenir, il ne fallait pas craindre la bousculade dans le tap-tap et la poussière. Nous restions des heures durant, baignant dans cette mer calme et discutant avec Hansi et Justin de la situation politique et économique du pays, avec, comme seul bruit de fond, le frémissement des cocotiers. J'avais le cœur serré, en pensant à mes enfants et à mon époux, que j'avais laissé là-bas, à plus de 8000 kilomètres. Une jeune femme s'approcha de nous, tenant un bébé dans ses bras. Elle voulait nous le confier, car il serait, disait-elle, plus heureux chez nous. La misère. Sur les hauteurs de Port-au-Prince, nous visitâmes un havre de paix, Kenskov, qui se situait à près de 1500 mètres d'altitude. C'était un joli coin de paradis, plongé dans la fraîcheur. Les cultures étagées nous offraient un magnifique panorama. On y trouvait de jolies demeures, appartenant à des familles riches du pays. Mais il fallait retourner dans le tohu-bohu de Port-au-Prince. Notre séjour dans la capitale se termina par la visite de la cité Simone, du nom de l'épouse de l'ancien dictateur. Elle perdit son nom à la fin du règne de celui-ci et devint la cité Soleil, le plus grand bidonville de Port-au-Prince. L'insécurité n'était pas encore aussi constante qu'actuellement, mais déjà l'extrême pauvreté ne pouvait que nous bouleverser. Malgré cela, nous ne pouvions qu'admirer ces enfants au sourire éclatant. Les petites filles aux cheveux bien tressés portaient des nœuds aux couleurs assorties à leur uniforme d'école. La propreté de leur tenue contrastait avec la saleté de la rue. Les jours suivants, nous nous rendîmes à Port-de-Paix, au nord-ouest du pays, environ 165 kilomètres pour rencontrer la famille de Maggie. Nous empruntâmes un bus rafistolé de briques et de brocs qui s'enlisa quelque peu en traversant la rivière en crue Bassin Bleu. Il fallut descendre et après quelques heures d'efforts intenses, nous reprîmes la route. Nous arrivâmes en début de soirée. Maggie et moi logions dans un presbytère dans la même chambre. Un événement survint une nuit. Soudainement, Maggie fut prise de vomissements intenses qui se calmèrent au fil des heures. Petit à petit, elle trouva le sommeil, et alors qu'elle dormait profondément à l'abri sous sa moustiquaire, dehors, une cérémonie vaudou se mit à battre son plein avec ses chants, ses tambours. Une drôle de sensation m'envahit, et toutes sortes d'idées incongrues me traversèrent l'esprit. Les chants s'intensifiaient de plus en plus. Je me mis soudainement à paniquer, imaginant qu'un animal maléfique, tel un serpent, pouvait s'introduire par une ouverture dans le mur. Je voyais Maggie, allongée dans son lit. Sa moustiquaire m'évoquait un linceul. Je voulais la réveiller, mais je me ravisais. Je me disais qu'il fallait aussi respecter son sommeil. De toute manière, il ne pouvait être perturbé. Elle portait des boules quies. Je me résolvai alors à l'idée que je ne courais pas un grand risque, étant hébergé chez des religieux. Drôle de pensée. Chez l'habitant, il était coutume de trouver des photos du dictateur et de son épouse, ou d'hommes en tenue militaire faisant partie soit du corps des léopards, la force de sécurité de Jean-Claude Duvalier, soit des forces armées ou d'autres. Même si vos idées étaient contraires, il était bienvenu d'avoir ce genre de photos posées sur les meubles. Avec Hansi et Justin,
nous voulions connaître beaucoup de choses. Ils étaient jeunes et n'hésitaient pas à s'exprimer sur les dérives du gouvernement, mais avec prudence, car une phrase revenait souvent : « Attention, les murs ont des oreilles. » Après quelques jours passés à Port-de-Paix, nous reprîmes le bus, direction Gros-Morne, une bourgade située dans le département de l'Artibonite. J'avais hâte de rencontrer ma famille. Durant le trajet, j'écoutais avec beaucoup d'émotion une chanson bien connue de chez nous, interprétée par le célèbre chanteur haïtien à la voix suave Roger Colas, accompagné du célèbre orchestre septentrional. Les paroles de sa chanson prenaient une toute autre signification dans ce pays. Parle plus bas, car l'on pourrait bien nous entendre, le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Arrivé à destination, je fis la connaissance de Man Bou, la maman, une dame de grande stature qui était très observatrice et qui veillait au bon fonctionnement de la maison. Elle s'était retrouvée veuve durant la grossesse de Sorel et depuis était habituée à travailler très durement pour subvenir aux besoins de ses 6 enfants. J'étais accueilli comme une princesse. Quel bonheur, quel enchantement d'être entouré. En effet, je ressentais souvent la solitude après la perte de ma sœur unique à l'âge de 20 ans. Frère Téna était le fils aîné. Il portait toujours une valise. Avait-il un trésor dedans ? Téna était témoin de Jéhovah et regrettait que Sorel et moi n'étions parents que de 2 enfants. Quant à lui, il avait une grande famille. Puis la douce sœur Matancia, une dame très calme, qui vivait modestement dans une petite demeure avec ses 3 enfants. Frère Nico, lui, je le connaissais déjà depuis Port-au-Prince, car il était venu nous rejoindre à l'hôtel. Très avenant, il avait une réputation de joli cœur. Il n'hésita pas à me faire connaître ses amis dans le village. Sœur Anna, Noun, ma douce sœur, m'accueillit dans sa belle demeure près du marché avec son mari, frère Ma. Je les adorais ces 2-là. Mais en Haïti, il ne fallait pas marquer de préférence afin d'éviter toute jalousie. Quelle que soit la condition, chacun va se mettre en 4 pour vous accueillir. Noun et frère Ma se levaient très tôt le matin pour me préparer le petit déjeuner fait d'igname, de patates douces, de poissons grillés et de toutes sortes de légumes de leur jardin. Ensuite, ils partaient chacun de leur côté, vaquer à leurs occupations. Noun dans son jardin, frère Ma dans son bus. Il était chauffeur. L'avant-dernier de la famille, Anselme, était le plus discret, un peu plus taciturne, mais très proche de sa mère. Le plus petit en âge, mais le plus grand en taille de la famille, est mon mari, Sorel. C'était Noël. Toute la famille m'accompagna à la messe de minuit, attentive à chacun de mes pas. Le lendemain, dès 5 heures, le marché commençait à revivre avec les marchandes. Leur voix allait crescendo pour vanter leurs produits. Le chant du coq retentissait partout dans le village. Quelques heures après, le marché grouillait de gens. Il était bon de me tenir en haut du perron pour admirer la colline de Belance, les bougainvilliers en fleurs et écouter le chant du pipirite. J'allais souvent admirer le jardin de Noun, qui s'appelait Tigouinine, où on y cultivait le riz, la banane et d'autres légumes. La campagne haïtienne a toujours été très belle. Avec Maggie, un soir, nos neveux nous entraînèrent assister à une cérémonie vaudou. Notre arrivée fut très remarquée. Toutefois, l'ensemble du groupe accepta notre présence. Le son des tambours incitait à entrer rapidement dans le rythme, ce que fit Maggie.
je dus quelque peu la mettre en garde. Il ne fallait pas rentrer tardivement, car, disait-on, certains rituels se pratiquaient au carrefour. Le lendemain de la cérémonie, un de mes frères m'interpella en me demandant « Mais où êtes-vous allée hier soir, Annette ?» Après ma réponse, je m'entendus dire « Mais vous êtes vraiment curieuse. » Pour la famille, je pense qu'il n'était pas de bon ton d'assister à ce genre de cérémonie. Le dernier moment passé à Haïti fut la visite de la citadelle, la Ferrière, la forteresse la plus importante, un des symboles de l'indépendance. Elle se situe à Milo, pas très loin de la ville du Cap Haïtien. Le chemin était sinueux et escarpé. La seule possibilité était d'y aller à dos de mulet. De là-haut, à près de 900 mètres d'altitude, le paysage était magnifique. Par beau temps, on pouvait voir l'île de Cuba. Sur la route du retour vers Port-au-Prince, je ne pus véritablement apprécier la beauté du paysage montagneux, car il y avait foule dans le bus. Je ne pouvais absolument pas bouger, coincé contre une vitre, un enfant dormant sur mes genoux. Il est fréquent en Haïti d'avoir un ou une inconnue qui se repose sur votre épaule, car les routes sont longues. La faim, la soif, la chaleur, la fatigue concourent à cela. Pour anecdote, ce jour-là, j'avais mon bras à l'extérieur et soudain, une chèvre ligotée sur le toit se mit à uriner dessus. Je ne pense pas que cet incident provoqua une forme de syndrome grippal qui, selon Maggie, me fit délirer toute la nuit et occasionna, le lendemain, un état de déshydratation intense. En tout état de cause, j'étais mal en point et malheureusement je ne pouvais boire ce que je voulais. C'était extrêmement laborieux de trouver de l'eau potable. Le dernier jour, à l'aéroport Noun, Hansi et Justin nous accompagnèrent. Les adieux furent douloureux de part et d'autre. Bien sûr, j'allais retrouver les miens en France, mais je quittais ce pays qui m'avait définitivement séduite. De mon premier séjour et de ceux qui suivirent, la moindre image reste ancrée dans ma mémoire. Jusqu'à présent, je vis à la cadence de ce peuple, de ses combats, de son courage, de ses déceptions et de ses espérances.